Bonjour, bienvenue à l'École de la vie. C'est avec grande joie que je vous accueille. On enregistre présentement du Cool Club à Granby. Vous m'entendez souvent parler du Cool Club, mais c'est qu'on est tellement bien accueillis ici. Là. L'hiver et des petites pantoufles en Fantex. On se sent à la maison. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur la porte. Bienvenue chez toi. Et c'est comme ça qu'on se sent au Cool Club. Donc, si jamais vous êtes de passage dans les cantons de l'Est, un petit arrêt au Cool Club, je vous le suggère. Ceci étant dit, le sujet d'aujourd'hui, ça fait longtemps que je veux l'aborder. D'ailleurs, je vous avais même interpellé sur les réseaux sociaux. Je vous avais demandé cet automne parce que, bon, avec le conflit israélo-palestinien, il y avait quelque chose d'une certaine lourdeur dans les médias. Puis j'étais comme, comment vous faites? Est-ce que vous continuez à vous exposer aux nouvelles? Comment est-ce qu'on fait pour s'engager dans le monde avec ce climat-là qui est assez tendu? Depuis 2020, on peut le dire, là, tension, c'est quand même assez présent entre nous. Polarisation aussi. Puis même moi, je dois dire que je le sens en moi, cette tension-là intérieure entre mon désir de contribuer, de vouloir changer le monde, mais aussi, tu sais, quand je le fais ou quand je m'avance sur certaines questions, par exemple sur les réseaux sociaux, de voir la violence parfois des réponses, le ton agressif, on dirait que je fais « Ah, laissez faire ». Puis en même temps aussi, je l'observe en moi, cette polarisation-là, parce que des fois, je lis certaines opinions en ligne, puis je suis tellement en désaccord que ça me génère vraiment quelque chose de désagréable, puis j'ai comme pas envie de m'exposer à ces opinions-là parce qu'elles sont trop confrontantes. Puis là, je me dis, ben qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Alors, est-ce qu'on entre en mode combat ou on choisit de se retirer dans nos chambres d'écho, tout le monde nous valide, on est avec notre gang qui pense la même chose que nous, ou on évite complètement les choses puis on écoute des vidéos de pandas qui font des culbutes, là, c'est comme un peu les trois options en ce moment, mais il y en existe d'autres. On peut être dans le monde sans se fatiguer, sans se brûler, être dans le monde d'une belle façon. Puis moi, c'est un peu la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut accueillir, naviguer le désaccord, tu sais, créer un espace un peu plus inclusif en nous d'abord, parce que c'est beau de créer des espaces inclusifs dans la société, dire que c'est ça qu'on veut faire, mais si cet espace-là n'existe même pas en nous, je sais pas comment on va pouvoir le faire, ça, collectivement. Donc, j'ai trouvé la meilleure personne, je crois, pour parler de ce sujet-là avec moi. Elle est la fondatrice de We Do Something, qui est un OBNL qui veut contrer l'impuissance qu'on ressent beaucoup face aux mauvaises nouvelles, et aussi fondatrice de Versus, qui est un programme qui veut remplacer la polarisation par une communication pour créer un monde plus inclusif, plus collaboratif. Tu sais, « The most beautiful world our hearts know is possible », cette expression que je vous répète souvent, ben c'est un peu ça le but de Versus. Alors, j'ai le grand bonheur, le grand plaisir d'accueillir devant moi Sophie Tarnowska. Bonjour, Sophie. Bonjour, Vanessa. Merci pour cette belle introduction. J'ai mis la table, je pense, sur comment moi je me sens. Et je me demande, est-ce que, Sophie, ce que je viens de décrire, là, cette espèce de fatigue, cette tension-là, cette espèce d'ambivalence face à notre engagement dans le monde, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens beaucoup autour de toi? Tu sais, t'es vraiment plongée dans cet univers-là là, au quotidien. Suis-je seule? Rassure-moi. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui se sentent comme ça? Non, je pense que s'il y a une des choses qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment dans un moment où même si on est assez divisé de plusieurs façons, ouais, on partage ces sentiments. D'un côté, on se sent... Je ne peux parler que pour moi, mais il y a un sentiment d'être un peu envahi, puis un peu désemparé. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ce sentiment, comme beaucoup de gens. Et donc, en fait, dans le nom de mon OBNL, We Do Something, il y a un peu la réponse. Pour moi, c'est un peu comme, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut rien faire? On fait quelque chose. Ouais. Donc, Versus, c'est un peu la réponse à cette montée de désaccord, de polarisation, d'inconfort qu'on a avec les conversations qu'on voudrait avoir, mais qu'on ne sait pas comment avoir. Et ça peut être des fois assez extrême. Quand on le voit, tu as donné l'exemple de ce qui se passe en Israël-Palestine. Ça peut être aussi extrême que ça, mais ça peut être aussi dans nos vies de tous les jours où on a des sujets souvent les sujets qui nous tiennent le plus à cœur sont ceux sur lesquels on a le plus de mal de communiquer. Mm-hmm. Donc oui, ça me tient beaucoup à cœur, ça me parle beaucoup. Et en fait, on vient de faire un atelier sur des outils pour contrer la polarisation. C'est pour aider les gens à consommer les nouvelles sans se sentir complètement envahi par les nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir l'aborder en détail parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est nécessaire pour naviguer dans le monde actuellement où on est... Tu sais, le téléphone est à portée de main tout le temps, les réseaux sociaux. C'est difficile de se créer une espèce de bulle de quiétude. Puis pourtant, je pense que c'est quand même un peu nécessaire des fois là, de ne pas être constamment exposé à ces choses-là. Puis moi, je me demande comme...
d'où c'est venu pour toi l'élan de dire justement, tu sais, avec We Do Something, puis maintenant versus de je veux faire quelque chose, tu sais, parce que tu aurais pu continuer ton parcours de carrière comme tu sais, je veux dire, ça allait bien, ta vie allait bien, je veux dire, ta carrière allait bien, puis là, finalement, de faire, je peux pas rester là-dedans, il va falloir que je fasse quelque chose. Et ça a été quoi ton élan pour t'impliquer vraiment profondément comme ça? Ben, au début, quand j'ai fondé We Do Something, c'était en 2015, c'était la crise des réfugiés syriens qui m'a vraiment propulsée dans ce monde. Je l'ai vraiment, comme beaucoup de gens, je l'ai ressenti, c'était viscéral. Et c'est seulement plus tard que tu sais, souvent, on a des passés qui, en fait, informent notre présent. Tout à fait. Et c'est quand j'ai dû faire un TEDx Talk que j'ai dû écrire mon speech et ma présentation que je me suis rappelé, ah oui, c'est vrai, mes grands-parents étaient réfugiés. Ma grand-mère et mon grand-père, ma grand-mère avait 19 ans quand elle a quitté la Pologne devant les Russes et les Allemands. Mon père est né comme réfugié à Genève en quittant la Pologne. Ma belle-mère est libanaise. Elle a grandi dans les sous-sols à Beyrouth pendant que les bombes tombaient. Et moi, en fait, j'ai été élevée en Argentine pendant la guerre civile. Donc, vraiment une guerre, un conflit important autour de moi. Puis, j'admets aussi beaucoup de conflits chez moi. Donc, j'ai vraiment grandi dans ce sentiment et je pense qu'avec la crise des réfugiés, j'en pouvais plus d'agir sur les réseaux sociaux et de mettre des hashtags. Et je voulais agir et je voulais de plus qu'on se connaisse. Donc, c'est pas juste tu sais, je trouvais aussi à ce moment-là que la philanthropie avait besoin d'un update. Tu sais, c'est sympa qu'on fasse des soirées gala, mais souvent, les communautés qu'on veut soutenir elles n'ont même pas le droit de franchir le seuil de la porte. C'est beau de lever des fonds, par contre, super. Ou on fait des événements sportifs où la moitié de l'argent, parfois, ne va pas à la cause parce qu'ils en ont besoin pour organiser. Ou on donne sur un site web. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on inclut les gens? Comment est-ce qu'on peut... En fait, comment est-ce qu'on brise les stéréotypes? Comment est-ce qu'on peut se connaître? Et un peu comme, je dirais, épanouir notre définition de qui est nous. Le nous et le eux. Ben, le nous est il pourrait être beaucoup plus élargi. Versus vient de... Tu sais, après avoir fait We Do Something pendant 5 ans, j'ai fait 18 soirées pour lever des fonds pour Médecins sans frontières, pour la Croix-Rouge, pour Moisson Montréal, pour Je passe partout, pour la résidence YMCA. J'ai rencontré tellement de communautés. Vraiment, en écoutant, j'ai dû apprendre à me taire. J'ai dû apprendre à écouter des communautés autochtones, des leaders autochtones, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des filles itinérantes. Et j'ai appris combien il est difficile de se taire et de vraiment bien écouter. Et j'ai aussi appris d'être plus humble et de comprendre que la solution est avec eux et pas avec moi. Et ça a vraiment commencé à me faire voir mes points d'ignorance. Je me souviens, je partage souvent cet exemple. J'étais allée voir la directrice du foyer des femmes autochtones, qui est une femme incroyable, qui s'appelle Nagousset. Et je me souviens qu'elle m'avait raconté l'histoire de son histoire personnelle. Et c'est pourquoi elle avait fondé le foyer des femmes autochtones. Et elle a parlé, en fait, de l'histoire canadienne envers les Autochtones. Donc, je ne sais pas comment ça se dit en français, le 60s Scoop. Mais les écoles résidentielles, des choses que je ne connaissais pas. Les écoles, je connaissais, mais le 60s Scoop, c'était le mouvement après que les jeunes sortaient de l'école. Ils se faisaient adopter par des familles blanches. Je me souviens, je suis sortie dans la rue après l'avoir écouté. Je me suis rendu compte que je n'avais pas juste été ignorante, mais que j'avais été ignorante de mon ignorance. Vraiment, comment est-ce que j'ai pu être éduquée dans les meilleures écoles avec notre premier ministre, après avec Mark Mills? Comment est-ce qu'on ne savait pas? Et je pense que Versus vient en partie de ça. C'est cette idée d'outiller les gens à pouvoir s'informer eux-mêmes, à pouvoir trouver leur point d'ignorance, à pouvoir les découvrir, mais sans honte. C'est en fait à savoir aller vers l'autre pour en fait enrichir nos connaissances, même si on n'est pas d'accord, mais pour élargir un peu notre perspective. Donc, We Do Something était un peu un pont entre différentes communautés, les gens qui voulaient aider et les gens qui avaient besoin d'être soutenus. Et versus, là, c'est l'individu qui va pouvoir le faire. C'est ça qui m'intéresse. Bien, il y a une phrase que j'ai vue dans les communications de Versus qui m'a vraiment comme allumée, c'est parce que ça rejoint aussi la mission que j'ai avec l'École de la vie, c'est le changement collectif commence au niveau individuel.
qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? Parce que là, tu parles de justement de réaliser à quel point tu étais ignorante de ta propre ignorance, de à quel point c'est difficile d'écouter. Tu sais, il y a quand même un paradoxe. Tout le monde veut être entendu, mais personne ne sait écouter. Puis là, t'es comme, mais là, ça marchera pas, là, la gang. Va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un arrête de parler, là, tu sais. Mais on est un peu dans ce climat-là actuellement. Fait qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, justement, que peut-être que ça passe d'une façon individuelle, parce qu'on parle souvent de, collectivement, on va se mettre ensemble pour changer les choses. Mais pourquoi est-ce que ça... Oui, se mettre ensemble à travers, entre autres, We Do Something, mais avant ça, il y a comme quelque chose de plus subtil, qui est plus intérieur, peut-être plus inconfortable. Oui. Et c'est une très belle question. Et tu touches tellement quand tu dis tout le monde veut être écouté, mais personne ne nous apprend tout le monde veut être entendu, mais on ne nous apprend pas à écouter. Mm-hmm. Je pense que versus vraiment approche cette éducation avec un point de vue sur l'individu parce que, de un, par respect pour ce que les gens ont vécu. Ouais. Chaque personne arrive avec son histoire, ses expériences, ses traumatismes, ses bonheurs. Et je pense que personne ne changera si on leur dit quoi faire. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, toi non plus. Je pense qu'il faut respecter et aller à l'encontre des gens là où ils sont. Ouais. Et plus on pointe les gens du doigt, moins on a l'opportunité, en fait, de créer une ouverture. Donc, même si on est vraiment en désaccord, c'est une opportunité vraiment ratée. Mm-hmm. Mais quand tu enseignes aux gens, comme nous, quand on commence à enseigner, c'est toujours une exploration de toi-même. C'est comme si tu allais chez le mécanicien avec ta voiture, tu sais, au garage, puis il ouvre le capot de ta voiture, puis il te montre comment l'engin fonctionne. Personne ne nous montre comment toutes les parties de nous fonctionnent ensemble. Tu sais, donc ça te donne un peu un recul sur « Wow! » Je savais même pas à quel point ma biologie prend le dessus sur mon rationnel. Ouais. Comme juste ça, tu sais, c'est fascinant. Et là, les gens sont curieux et intéressés, comme on ne sait... Tu sais, si tu googles en ce moment, quel pourcentage de mes comportements sont inconscients, est-ce que tu peux imaginer? Peux-tu deviner? Bien, je pense que l'inconscient, ça prend beaucoup de place, mais évaluer un pourcentage de... je vois comment... Il y a beaucoup des choses que je fais, c'est des automatismes, c'est des programmations, ce sont des croyances, ce sont des choses, justement, qui me viennent de ma famille, que j'ai appris de la société. Fait que, il y en a sûrement beaucoup. Je sais pas, je dirais comme 75%. Bien, c'est à peu près, c'est genre des 90%. Oh, wow! Mais t'as raison, et plus... Tu sais, en ce moment, on consomme l'équivalent d'apparemment de genre 74 gigs d'infos par jour. C'est comme 16 films documentaires. Mm-hmm. Plus tu as d'infos qui viennent vers toi, plus il va falloir que tu te poses sur ton inconscient. Ouais. Puis, de quoi est fait ton inconscient? C'est ça de comprendre un peu comme qu'est-ce qui me motive, quelles sont les choses que je dois examiner si je veux continuer d'une certaine manière. Donc, quelles sont les expériences, quels sont les points de vue que je détiens, mais aussi quel est quelles sont les identités que je détiens, parce que on est souvent en réaction au monde, inconsciemment, donc tout vient, puis les médias sociaux, c'est basé là-dessus, sur l'inconscient, nos réactions inconscientes. Donc, dès que tu fais découvrir aux gens à quel point notre biologie a un impact sur les préjugés, sur la façon dont on agit, on peut enlever le moral. Mm-hmm. On peut ne pas faire la morale. Mauvaise personne. Il y a un peu ça quand même, hein, quand on parle beaucoup de ça. Quand tu parles de nous versus eux, c'est comme nous, les bonnes personnes. Et évidemment, on veut toujours appartenir au clan des bonnes personnes. Puis après ça, on place d'autres personnes dans la catégorie des mauvaises personnes. Mais effectivement, c'est ça un peu l'échelle morale. Là. Oui, puis j'aimerais enlever ça. J'aimerais que les gens aient la chance de s'explorer eux-mêmes, de se comprendre eux-mêmes, puis de ne pas se sentir coupables de leurs préjugés, des mots qu'on a un peu ruinés. Il y a des mots qui sont maintenant devenus des mots ruinés, un peu privilèges, préjugés. Mais en fait, c'est des mots qui font partie de la biologie, qui sont normaux. Privilège, c'est un mot que tout le monde a des privilèges différents. Ouais. Donc, si on peut enlever le moral, on offre aux gens un terrain de jeu où ils peuvent aller se remarquer eux-mêmes. Mm-hmm. Là, je peux remarquer, c'est vrai, j'ai réagi de cette façon. Je remarque. Et maintenant que tu comprends quels sont les systèmes en marche en toi, là, tu peux les remarquer. Et là, tu as un choix. Et ce que je me dis toujours, c'est que mieux on se comprend nous-mêmes, mieux on peut comprendre l'autre. Mm-hmm. Donc, si tu sais qu'en toi-même, que quand tu es dans certaines situations, que, par exemple, ton amygdale se sent attaquée et donc elle
tu rejettes tout ce qui est autour de toi, mais peut-être que tu le remarqueras quand ça arrive à la personne devant toi. Et au lieu de la juger et d'avoir des pensées négatives, tu pourrais te dire, c'est juste pas le moment. Je vois que cette personne est dans un moment... déclenchée. Voilà. Ouais. Donc, je me retire un peu, puis peut-être qu'on peut laisser un petit espace, là. Et on revient à la conversation plus tard, mais c'est juste... Ça, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'esprit critique qu'on essaie d'enseigner. Est-ce que tu as envie de nous expliquer, parce que là, tu ouvres la porte justement à de la réactivité, tu sais, comme quand on est en mode réaction, quand on est déclenché par quelque chose, de un, pourquoi est-ce que les opinions des autres, par exemple, nous déclenchent à ce point-là, puis qu'est-ce qui arrive en nous quand on est déclenché? Quand il y a quelque chose que quelqu'un s'avance sur un sujet ou dit quelque chose, puis là, on est en mode réaction. Qu'est-ce qui se passe en nous, comme physiologiquement, tu as parlé de l'amygdale, mais comment ça se fait que c'est elle qui se met en marche, l'amygdale? C'est juste une question d'opinion sur Internet, par exemple. C'est tellement une belle question, puis c'est une des choses qui m'a vraiment... En fait, ce qui se passe, c'est que ton amygdale ne comprend pas la différence entre la vie réelle et la vie imaginaire. Par exemple, si tu t'allonges un soir, puis tu commences à penser à un événement qui t'a fait beaucoup de peine, tu penses à quelqu'un qui est décédé, etc., tu auras une réaction. Donc, physiologique. Ouais. La cervelle a du mal à voir la différence. Donc, que ce soit quand ça vient aux infos ou aux faits qui posent un challenge envers nos identités, l'amygdale réagit de la même façon que si c'était un serpent qui venait te mordre. En fait, elle voit ces infos comme une attaque sur ton identité. Et donc, elle réagit pour te protéger en te mettant dans ces réactions de stress. Tu sais, on en parle souvent. Je ne sais pas quels sont les mots en français, mais genre fight, flight, freeze, fawn. Elle fait la même chose avec les infos. Elle évitera les infos. Et la première chose que fait l'amygdale, c'est en fait, elle arrête ton rationnel pour prendre contrôle de ton corps pour que tu puisses réagir. Ouais. Donc, pour que le serpent ne te morde pas, on ne va pas y penser longtemps. Tu sais, est-ce que je me déplace? C'est plutôt que tu sautes, tu cours. Même chose devant les faits qui posent un défi envers tes identités de base. Donc, on a une réaction forte. Ça dure 6 secondes. Tout le côté physiologique, si tu es en réaction vraiment d'amygdale, de manque de sécurité, il y a plein de chimie puis de réactions physiologiques. Ça dure 6 secondes. Si tu arrives à ne pas réagir dans ces 6 secondes, tu dépasseras le seuil puis tu pourras reprendre ton rationnel. Mais ton rationnel n'est pas en contrôle et tu en es inconsciente. C'est ça qui est intéressant. On pense qu'on est en train de consommer toutes les nouvelles pour avoir un point de vue élargi, mais en fait, quand on ne se sent pas en sécurité, on est incapable de consommer des nouvelles qui vont contre nos idées. Et ça, c'est fascinant. C'est comme si tu détruisais la personne, en fait. Si elle consomme ces nouvelles, c'est une attaque claire sur qui elle est. C'est qu'on pense que nos opinions ou nos valeurs, en fait, pas on pense, ça fait partie de notre identité. Donc, on est menacé. C'est ça. On a du mal à décortiquer nos idées de nos identités. Ouais. Et c'est ça que j'essaie d'enseigner. Tu peux garder tes idées, tu peux garder tes valeurs. Personne ne veut que tu changes. Moi, ce n'est pas à moi de changer tes idées. Moi, tout ce que je demande, c'est que tu puisses au moins arriver à des fois décortiquer ton identité de tes idées pour pouvoir peut-être avoir une autre perspective, écouter ou au moins laisser la place à l'autre qui le voit différemment. Parce qu'une chose qu'on sait, c'est sur les sujets qui nous tiennent à cœur, eh bien, les gens qui nous embêtent le plus, c'est ceux qui parlent du même sujet, mais d'un autre point de vue. Mais le sujet leur tient à cœur aussi. Donc, on a cette chose en commun. Tu sais, j'ai donné l'exemple l'autre jour sur l'immigration. Tu sais, je suis une immigrante. Ouais. D'origine, donc je suis pro-immigration, puis c'est ce qui, en fait, sans les immigrants, on n'a pas d'économie, c'est assez simple. Mais, donc j'ai du mal à écouter ceux qui sont contre l'immigration et qui mettent, tu sais, les problèmes de domicile et ça sur leur dos, ce qui n'a rien à faire. Mais il va falloir que je sache les écouter si je veux mieux comprendre et résoudre ce problème ou contribuer à une discussion qui va alimenter la façon dont je vote, par exemple. Donc, je dois juste me dire, on a cette chose en commun. Je vais, en fait, séparer mes idées de mon identité parce que ça fait partie de mon identité. Et je vais juste écouter comme si j'étais une scientifique qui avait mis un manteau invisible, mon manteau scientifique. OK. Comme si j'allais écrire un rapport dessus, tu sais, de toutes les vues à 360 degrés. Ouais.
Fait que c'est comme une espèce on fait un petit pas de recul, puis on observe la situation sans s'engager émotivement dedans, mais comment ça se peut? C'est ça, là, tu vois l'image de mettre un petit manteau blanc, j'aime quand même ça, je me disais, OK, là, il y a comme une image de j'avance vers cette personne-là en mettant mon petit manteau de je vais observer avec curiosité, mais là, tu as parlé aussi du 6 secondes, c'est quoi le 6 secondes? C'est quoi, quand on se sent déclenché, on respire pendant 6 secondes, comment est-ce qu'on peut justement s'intercepter avant de rentrer en mode réaction? Je trouve que c'est quand même plus facile sur les réseaux sociaux parce que quand on écrit, il y a quand même le petit 2 secondes de je dois rédiger mon message. Je l'écris, c'est ça, dans la rage, des fois dans la panique ou dans la réaction. Puis là, je me calme, je le relis, puis je fais, ben non, c'est pas ça que je vais répondre. Là. Donc ça, des fois, ça peut valoir le coup aussi d'attendre avant d'envoyer un courriel, d'attendre avant de répondre à un commentaire. Mais à part ça, est-ce que toi, tu as des trucs concrets justement pour les gens, pour leur permettre de prendre un petit pas de recul? Je suis déclenchée, j'aime pas ce que j'entends, ça me confronte. Ça vient me chercher. Oui, ben je pense que de un, je dirais que le premier truc, c'est de se pardonner soi-même si on ne réussit pas. Attendre les 6 secondes. OK, t'es humaine, t'es humain. OK, la prochaine fois, on fera mieux. Mais dans ce moment, ce qu'il propose, c'est par exemple, si tu as une image qui est calme. Tu sais, tu gardes en tête une image où c'est presque une image armure. Genre, quand je suis dans ces moments-là, quelle sera mon image? C'est la plage, c'est un moment avec un ami, ou sinon, c'est carrément de juste une immense respiration parce que le système nerveux, tu sais, ce que je reviens toujours à la même chose, la biologie est en train de driver nos réactions. Donc, respire un moment, mais aussi, tu as le droit d'être en réaction et de sortir de la situation. On n'est pas toujours forcé à aller vers l'autre. C'est juste de savoir s'enlever de ces conversations aussi de manière respectueuse. Donc, moi, je ne suis pas toujours pour... Tu sais, il faut qu'on se parle. Des fois, on peut pas, on n'est pas capable. Mais juste de le remarquer. Puis c'est comme tout, hein. Tu sais, tu vas pas au gym, puis tu vas pas lever des poids de 300 livres. Ça prend de la pratique. Tu sais, c'est de la neuroplasticité d'apprendre à se remarquer nous-mêmes. Donc, ça va si on le rate. Ça va si des fois, on se lance dans des débats agressifs. On est en train d'apprendre des nouvelles façons de faire. Puis la première façon, c'est de ne pas se mettre sous pression et de ne pas avoir un point de vue moralisateur qui donne honte. Et je dirais une autre chose, une des choses que j'enseigne qui est vraiment le fun, c'est de comprendre que les émotions sont contagieuses. Donc, je ne sais pas si tu es déjà rentré dans une pièce, puis même si tu ne connais pas la personne, tu ressens leur émotion, right? Oui. Les émotions, la personne qui a la plus forte émotion dans une pièce va, en fait, infecter les autres. Même si c'est une bonne, tu sais, ça peut être une belle chose. De le savoir, ça aide tellement les gens de savoir, de comprendre comment ça fonctionne, parce que dès qu'on le sait, on peut le remarquer. Donc, si tu veux rentrer dans une négociation, une conversation avec ton chum ou avec tes enfants, mais tu sais que tu commences à remarquer, je suis déjà stressée. C'est ce que je vais amener. Et ce qui arrive, c'est que, disons que toi, tu entres dans une pièce et moi, je suis là, je suis stressée, ta physiologie, ton corps va mimer physiquement. Donc, tu vas changer d'expression pour qu'elle copie la mienne. Donc, moi, j'ai un visage stressé. Eh bien, tu vas commencer à changer ton expression. Ton corps va commencer à mimer, en fait, à copier mon corps. Et c'est intéressant parce que c'est de là que va venir ton sentiment d'inconfort ou de ne pas vouloir rester dans cette pièce avec moi ou de vouloir couper la conversation courte. On pense que souvent, nos réactions viennent d'un point de vue rationnel et c'est « Ah, je me sens pas à l'aise et donc... » Mais en fait, c'est le physique qui guide. C'est tellement intéressant. C'est ça, c'est souvent le corps en premier, puis ça envoie un signal au cerveau pour dire « Voici ce qui se passe en ce moment, comme stress, peur, peu importe. » C'est le fun. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Moi, ça me fascine. Je suis comme, là, tu comprends ton corps et au lieu de penser que tu es toujours en charge, ben, tu comprends ce qui est en train de se passer. Donc, tu peux choisir de ne pas aller au même niveau que l'autre parce que si l'autre personne est très joyeuse puis tu ne les accompagnes pas, ben on a du mal à garder notre émotion. Et ça marche avec la peur, avec la haine, avec... Tu sais, des fois, il faut se sortir de la situation, mais je veux dire qu'en général, on a aussi un contrôle sur les interactions que nous avons à travers ces connaissances. Puis justement, quand on est, par exemple, avec quelqu'un qui est, je sais pas,
en ligne ou dans la vie, là, tu sais, très frontale, très, tu sais, la personne est déclenchée et elle est agressive ou peu importe, puis elle n'a pas nécessairement de recul parce qu'elle n'a pas suivi la formation avec Versus ni écouté ce bon podcast. Mais comment est-ce que tu suggères de réagir? Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dois dire que mon réflexe premier, c'est le petit rire nerveux. Puis là, je fais une petite blague pour désamorcer et je me retire parce que je suis inconfortable avec ce qui se passe. Puis on dirait que j'ai comme pas envie, mais des fois, je me dis, est-ce que je laisse tomber des belles opportunités de discussion pour moi aussi qui me feraient grandir, qui me montreraient peut-être des nouvelles capacités ou en tout cas qui me permettraient de développer ça? Ou est-ce que je priorise mon bien-être? Puis comme je veux... Tu sais, il y a ça aussi des fois de faire, ouf, est-ce que ça vaut le coup? T'as le droit aussi. Ouais. Moi, je dirais que, de un, tu as tout à fait raison, tu as le droit, tu mérites le respect de prendre cette décision pour toi-même. Est-ce que j'ai l'énergie aujourd'hui? Est-ce que cette personne est du tout réceptive ou est-ce qu'elle est vraiment dans son amygdale, tu sais, hijack? Ouais. Parce que si elle est juste ici, là, c'est comme un enfant qui se lance par terre. Ça sert à rien, là. On a eu des enfants, tu sais, on sait de quoi ça a l'air. Mais moi, ce que je remarque, c'est que souvent, ce qui aide beaucoup, c'est de nommer ce qui est devant nous. Donc, c'est de dire, je vois que tu as beaucoup de sentiments forts à l'égard de ce sujet. Oui. Et je comprends. On voit les choses différemment. Et si tu veux qu'on continue de se parler, peut-être qu'on pourrait juste être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'on peut rabaisser un peu le ton? Mm-hmm. Donc, tu peux en fait nommer, voici ce que je remarque. Peut-être qu'on pourrait juste ne pas être d'accord, puis être à l'aise avec ça. Puis, qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble? C'est dire genre, je vois que tu réagis d'une certaine façon. J'aimerais qu'on continue la discussion pour, en fait, mieux comprendre d'où on vient. Ouais. Mais tout ce que je demande, c'est que tu n'essaies pas de me convaincre et moi non plus, je n'essaierai pas de te convaincre. Puis, on ne va pas s'interrompre. On se donne genre 5 minutes. Je t'écouterai sans interrompre 5 minutes. Puis, peut-être que tu m'offrirais la même chose. Mais on ne va pas essayer d'être d'accord, on veut juste essayer de se comprendre. Mm-hmm. Mais si la personne est vraiment à un niveau comme élevé d'énervement, ben à toi de décider, est-ce que ça vaut la peine? Mais si tu restes, ben nomme-le. Je vois que, et je comprends. Juste dire je comprends. Ouais. La personne se calme. Ben parce qu'on veut être vu, on veut être entendu, on veut être compris. Fait que déjà, ça apaise, hein, quelque chose de... Ben c'est une douceur. Ouais. Même si on est comme, je comprends pas du tout, puis t'es complètement folle, mais c'est pas grave. You know, it's just, en fait, t'es en train d'offrir une douceur pour, en fait, changer le ton. Mm-hmm. Puis de permettre de passer à un autre niveau de conversation, puis d'avoir comme le petit recul là, qui est nécessaire. Je me souviens d'avoir, tu sais, j'avais un ami... puis il m'avait raconté, il avait un point de vue très différent du mien sur un sujet. Puis je m'étais énervée et je me remarquais. Mm-hmm. Et j'ai dû aller comme aux toilettes, respirer un peu. Et quand je suis revenue, tu sais, on a recommencé à se parler. Puis je me souviens que j'avais donné mon point de vue, j'avais partagé mon point de vue. Puis il m'a répondu en disant « Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé comme ça. » Et je te jure, Vanessa, mon corps a fait... Ouais. C'est comme il a percé mon armure juste en disant « Ah, je l'avais pas vu comme ça. » Ça ne veut pas dire la même chose que de dire « Je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. » Et c'est ça, les gens ont peur que écouter, c'est la même chose que confirmer le point de vue de l'autre. Ouais. Mais juste de dire ça, je me souviens que j'étais comme « Oh, je viens d'apprendre quelque chose. » Écouter, ça veut pas dire être d'accord. Ouais. Vraiment. Mm-hmm. Puis de confirmer que tu entends l'autre personne, ça leur donne... En fait, ce qu'ils démontrent dans des études, c'est que quand tu es en conflit, la seule façon de te faire entendre par l'autre, c'est de les écouter en premier. C'est ça. Et c'est ça le difficile. C'est ça qu'on veut pas faire. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut comprendre la biologie. C'est parce qu'il faut remarquer ton émotion, il faut remarquer calmer ton amygdale, aider ton rationnel à prendre le dessus. Donc, c'est vraiment comme... je remarque. Mm-hmm. Oh wow, je suis vraiment frustrée. Peut-être qu'il faudrait que j'aille respirer. Oui, le remarquer en nous, parce que c'est facile de remarquer chez l'autre, de comme je vois que tu es très activée et fâchée en ce moment, mais comme toi, tu l'es déjà, mais c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'amène là? Si j'avais... Est-ce que je suis en train de... Est-ce que je suis contagieuse aussi, oui, moi? Ma ça. frustration. C'est ça. Donc, juste de prendre un petit moment. Je pense qu'une des choses aussi, c'est dans la société, on va tellement vite. Ouais. Ralentissons 2 secondes, tu sais, c'est comme, peut-être que c'est pas le moment pour cette conversation. Mm-hmm. Peut-être que je ralentis un peu, tu sais, avec ma fille en l'élevant, j'étais comme, je vais essayer de te parler calmement parce que je ne me sens pas calme et je veux que tu le sois aussi, donc je vais essayer de nous infecter toutes les deux avec
Pas facile. Mais c'est pas toujours pour tout le monde. Puis les gens qui souffrent et les gens qui sont en précarité financière ou on peut pas leur demander de faire ce travail. Ils vont être en réaction, puis ils ont des bonnes raisons, puis peut-être qu'on peut juste leur offrir un peu d'empathie et dire, tu sais quoi, t'en as assez sur ton dos en ce moment. Et ton point de vue, je suis tellement en désaccord, mais je vois que tu es un être humain qui souffre. Ouais. Pas toujours facile, mais let's try. Oui, juste de reconnaître que c'est quelqu'un qui souffre en ce moment, puis pas nécessairement avoir des attentes ou un standard qui serait autre chose, là, d'être capable. Mais ce que j'entends aussi beaucoup, tu sais, que je note, là, dis-moi si j'ai bien compris, c'est premièrement de passer du jugement, de notre perception à l'observation un peu plus. Un peu, oui. Oui, d'être un petit peu plus dans l'observation. Et commencer avec l'observation de toi-même. De soi-même, c'est ça. Où est-ce que j'en suis, là? Comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis après ça, d'être capable de juste créer une ouverture de « je t'entends, je comprends ». Et de nommer ce que tu vois. Ça, c'est tellement puissant. C'est comme on se donne pas la permission de dire à voix haute, ben voici ce qui se passe entre nous. C'est tellement puissant, puis t'as pas besoin d'un cours pour savoir le faire. C'est juste, je remarque que... Oui, c'est la base de la communication non violente, là, vraiment, comme de commencer avec l'observation. Puis j'entends aussi, tu sais, le désaccord, ça nous fait comme peur. On dirait qu'on aimerait ça, que tout le monde soit d'accord sur tout. Puis je pense qu'on confond peut-être aussi désaccord et conflit. Moi, même dans mon couple, là, je le remarque des fois, ou avec quelqu'un, ou avec ma mère, ou avec mes parents, tu sais, on n'est pas en accord. Mais là, je suis comme, je veux pas ça parce que mon lien est important avec cette personne-là. Tu sais, là, je parle un peu plus de la famille, les amis, les gens qui nous sont proches. Je pense que c'est là que c'est encore plus difficile parce que un monsieur sur Internet, là, qui me dit que les femmes, ça devrait rester à la maison, ben c'est sûr que je suis comme déclenchée, mais pas au même niveau que si mon père me disait ça, par exemple. Parce que là, je fais, oh là là, OK, il y a quelque chose dans notre lien qui sera plus possible. Tu sais, il y a quelque chose dans... Puis c'est quoi la nuance entre pour toi, le désaccord et c'est comme si on n'avait pas d'espace pour le désaccord. C'est comme... C'est vrai. Beep, beep, wrong, wrong, wrong. Il faut qu'on règle ce qui se passe en ce moment, alors que des fois, c'est comme... Hey, c'est correct d'être en désaccord. Oui. Mais c'est drôle, j'ai écrit un article là-dessus, puis souvent, c'est en écrivant que je découvre mes pensées. Donc, et c'est intéressant, je suis arrivée sur une phrase où j'étais comme... En fait, c'est le désaccord qui nous empêche de rentrer dans le conflit. Si tu permets le désaccord, tu désamorces le conflit qui aurait eu lieu si on n'était jamais en désaccord. Ouais. Parce que si tu es en désaccord, ça nous donne la chance de parler du sujet sur lequel on était en désaccord, tandis que si on n'en parle pas, et ça revient, donc disons que ton père fait ce commentaire désobligeant plusieurs fois, après, au 4e souper de famille, là, ça va sortir en conflit. Ouais. Tandis que si la première fois ou la deuxième fois, tu dis, tu sais quoi, je le vois pas de la même façon. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Et je suis pas nécessairement prête à en parler, mais je veux juste te dire que quand tu parles de cette façon, en fait, ça a un effet sur moi. Et j'aimerais que tu le considères. Donc, pour moi, le désaccord, c'est quelque chose de très sain. Tu sais, les cultures d'entreprise, là, qui veulent de l'innovation, qui veulent que leur politique d'équité, diversité, inclusion fonctionne, ben, si on n'a pas le droit d'être en désaccord, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de nommer ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, et donc nous ne pouvons pas l'améliorer. Ouais. Et donc nous ne pouvons pas changer et évoluer. Le désaccord est très, très sain, mais les gens ont très peur. Et en fait, je pense lancer un club de désaccord, genre dans cette idée. Carrément genre the Agree to Disagree Club. Oui! Où on apprend à être en désaccord ensemble. Ensemble! Ouais. On peut le faire. On peut être en désaccord, puis en fait, quand même respecter qui on est, puis être comme « Hey, elle est vraiment cool, Vanessa, et on voit pas cette chose de la même façon, mais quelle belle personne! Puis elle m'a apporté un nouveau point de vue. Mais on dirait que c'est ce qui nous permettrait de retrouver le sentiment de communauté, parce que si on fait juste se former des groupes à travers des gens qui pensent la même chose que nous, qui vivent du même, tu sais, qui ont le même style de vie que nous, bien, ça crée justement des chambres d'écho, puis après ça, essayer d'exister en société avec les gens, c'est tellement inconfortable parce qu'on sait pas comment gérer ça, le désaccord, puis comment faire de la place, puis aimer la personne malgré le fait qu'on est en désaccord. Tu sais, moi, quand j'habitais à Montréal, je me pratiquais au désaccord parce que je conduisais pas, tu sais, j'avais pas d'automobile, puis j'avais des vélos, puis tout ça, je me déplaçais à pied, transport en commun, mais quand je prenais des taxis ou des Uber, j'engageais toujours la conversation, tu sais, je me mettais pas sur mon téléphone, puis là, je me disais, bon, là, c'est peu importe, là, mon déplacement, il est de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu
peu importe. Mais là c'est une fenêtre pour parler avec quelqu'un que je ne connais pas, qui a complètement son autre background. Hors de mon monde. Tu sais, c'est ça, qui a été façonné de sa façon. Puis là, tu sais, je le faisais moi-même des fois. Là, je posais une question un peu épineuse, ou tu sais, je faisais semblant un peu innocemment de juste comme lancer une opinion. Puis là, je voyais après ça la conversation, puis je me pratiquais, puis je me disais, ben la bonne chose, c'est que de un, je paye, fait qu'il faut quand même que ça reste relativement courtois. Mais ça crée une espèce de limite, mais il y a aussi une limite de temps. Tu sais, à un moment donné, je sors du véhicule, là, merci, c'est terminé. Puis on se fait pas face à face aussi, il y a quelque chose là-dedans. Fait que je trouve que c'est un bel espace aussi pour pratiquer ça, le désaccord. C'est vraiment... de tenir l'espace. Mais instinctivement, tu as vraiment bien compris, en fait. Les gens se sentent plus en sécurité d'être en désaccord quand il y a une structure claire. Donc, disons que tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais vous êtes en désaccord régulier sur un sujet pertinent qui, en fait, vient toujours vous chercher. C'est en fait de dire, ben, tu sais, on va se donner... Si on veut, ben, de un, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut ne plus en parler? Est-ce qu'on veut continuer de se connaître, etc.? Mais de créer une structure, une enveloppe, comme on va se donner 30 minutes ensemble, quel sera l'objectif de mieux se comprendre? Moi, je veux pouvoir, à la fin, d'expliquer ton point de vue et d'où ça vient. Et j'aimerais ça que tu puisses faire la même chose, peut-être. Et on ne va pas s'interrompre. Il y a des règlements, donc tu l'as dit, dans le Uber, il y a une structure, il y a une hiérarchie un peu. On ne se regarde pas, donc c'est pas aussi confrontant. Donc, de créer les conditions pour nous-mêmes. Mais les gens sentent moins comme on n'a pas le droit d'imposer nos règlements sur les autres. Mais en fait, c'est une liberté qu'on crée quand on est clair sur ce à quoi on s'attend. Ouais, les limites, parce que la personne peut dire, ben non. Puis l'autre chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'une des choses... La raison pour laquelle je fais aussi ce travail, c'est parce que, ben, à part, la base, c'est l'inclusion. On ne va pas pouvoir avancer dans la société sur les enjeux auxquels on fait face sans collaborer. Ouais. Ça va pas être un groupe qui va gagner sur l'autre. Tu sais, on le voit avec tout ce qui se passe dans les nouvelles, dans les actualités. Donc, on va devoir collaborer avec des gens qui voient les choses différemment de nous. Ouais. Donc, c'est dans notre intérêt à nous. Mais aussi, quand on va en ligne, il y a des algorithmes, on est dans des chambres d'écho, tu l'as mentionné. Ben, les gens, c'est en fait notre façon de briser les chambres d'écho. Les conversations que j'ai avec toi maintenant, en ce moment, ou avec mon conducteur d'Uber, ou avec mes amis qui voient les choses différemment, ben, c'est ma chance de sortir de ma chambre d'écho. Ouais. C'est ma chance, d'avoir une perspective plus élargie. Et en ayant cette chance, c'est là que je commence à un peu apprendre à séparer mon idée de mon identité. Je vais mettre mon identité de côté un moment, là, juste pour t'écouter. Mais c'est pas toujours facile, puis... mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce travail? Ben, parce qu'on ne veut pas de violence, parce qu'on voit les taux de violence augmenter, parce qu'on est une société séculaire. On ne va plus à l'église, on ne va plus dans les endroits où on est en fait mélangé. On est de plus en plus dans nos quartiers, dans nos voitures. On aime certaines boutiques et pas d'autres. On aime certaines nourritures et pas d'autres. On vote pour certaines... On reste de plus en plus... En anglais, il y a un terme, ça s'appelle « sorting ». On est en train de chercher des gens qui nous ressemblent. Ouais. C'est humain, c'est normal, mais nos networks, nos réseaux et nos amitiés sont un peu le filtre à travers lequel on a nos expériences de vie. Ils filtrent les idées auxquelles on est exposé. Ils filtrent les expériences auxquelles on est exposé. Donc, je pense que c'est essentiel. Puis pour ça, il va falloir éduquer les gens à comprendre ce qu'ils consomment en ligne. Oui, bien, est-ce que c'est de comprendre que ce qu'on consomme en ligne a un impact dans notre vie réelle, d'une certaine façon? C'est ça, c'est quoi l'impact? Parce que moi, je fais juste me rendre compte avec, par exemple, mon exposition à l'actualité, la perception du monde. Je donne juste un exemple, c'est quand même plus rigolo qu'autre chose, mais ma mère, son conjoint est français, puis est arrivé il n'y a pas si longtemps, ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'il est au Québec, puis ma mère, elle habite dans les Laurentides, elle est comme à l'extérieur de Montréal, puis lui, il n'a jamais passé une journée à Montréal, disons. Lui, sa seule perception de Montréal se fait à travers LCN, à travers les nouvelles. Donc, c'est sûr que lui, son histoire du monde par rapport à Montréal, c'est comme... Ça doit être intéressant. C'est très violent. Il y a beaucoup de gens sans abri. Il y a beaucoup de problèmes. La construction... Tu sais, il y a tout le négatif qui est véhiculé à travers, justement, ce genre de médias-là. Puis, c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas l'expérience réelle de ce que c'est, disons, par exemple, Montréal ou comme une grande ville du Québec.
Et moi, je trouvais que ça représentait tellement bien, puis ça me permettait aussi de regarder aussi ma perception du monde, comment était teintée par ma façon de consommer les médias sociaux, ou même ma perception des gens. Des fois, j'ai pas vu des amis depuis un certain moment, puis là, je me fie à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Alors ça, je vois leur vie, puis c'est complètement autre chose qui se passe. Puis là, tu te raccroches, puis tu fais « OK, peut-être que ça mériterait peut-être d'expérimenter ou en tout cas de parler un peu plus à d'autres gens parce que effectivement, après ça, tu sais, de voir la polarisation sur les médias sociaux, mais après ça, quand tu te rends compte face à face, tu vois l'humanité un peu plus derrière la personne. Tu vois les autres identités aussi. Exact. Une des choses, c'est, premièrement, tu touches sur... C'est tellement important ce que tu viens de dire parce que, tu sais, au début, quand l'Internet est sorti, au début, moi, je m'en souviens, en tout cas, je suis plus vieille, mais tu sais, c'est comme, tu allais sur l'Internet occasionnellement... pour un peu comme faire des choses qui, en fait, rajoutaient à ta vie de tous les jours, mais le principal, c'était ta vie de tous les jours. Maintenant, ce qu'on vit sur les réseaux sociaux et sur l'Internet a un impact direct sur la façon dont on voit le monde, les gens qu'on veut embaucher, les gens dans lesquels on a confiance, les quartiers qu'on va éviter ou qu'on va aller solliciter. Donc, en fait, plus on est sur et puis, tu sais, on passe minimum 2-3 heures sur nos téléphones facile. C'est gênant quand je vois mon screen time. Je suis comme, mais j'aurais pu écrire 4 romans, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, de comprendre qu'en fait, il va falloir qu'on fasse attention à quel est ton régime d'infos, comme si notre régime de nourriture a un impact direct sur notre corps physique, bien, c'est la même chose. Les infos ont un impact direct sur notre façon de voir le monde. Ah, c'est tellement intéressant de voir ce que tu consommes comme des aliments, disons-le. Complètement. Et on parle de diversité et d'inclusion. Ben, c'est sûr qu'on ne va pas consommer tous les sujets, mais disons qu'il y a un sujet X qui t'intéresse. Est-ce que ton régime d'infos est divers là-dessus? Est-ce que tu n'écoutes que des gens qui te ressemblent? Comme, est-ce que c'est une personne blanche, dans mon cas, d'origine européenne, cisgender, ou est-ce que je suis en train d'aller chercher d'autres perspectives? Tu n'es pas bonne ou mauvaise si tu le fais, mais ça va influencer ton point de vue sur ce sujet. Et tout ce que je veux, c'est que tu aies au moins l'humilité de comprendre que tu ne sais pas tout. Je veux juste... C'est ça que j'essaie d'enseigner, c'est quand on réalise qu'on ne peut pas tout savoir, on commence à être plus ouvert aux autres. Oui, c'est qui savent autre chose. J'ai de l'espace, là. Il y a des connaissances qui peuvent entrer en moi. Et j'ai le droit de ne pas savoir aussi. En ce moment, j'avais vu une citation il n'y a pas longtemps, c'était comme, les opinions sont comme des Big Mac maintenant. Tu sais, c'est comme du fast-food. Il faut qu'on ait une opinion forte et vite. Oui. Mais en fait, avant, tu sais, les opinions, ça se faisait au fur et à mesure. Tu sais, ça faisait, tu t'informais, tu lisais. Mais là, l'Internet, ça nous a forcé, on récompense les gens qui ont des fortes opinions dans les médias sociaux et qui agissent vite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on crée en français, c'est un terrain d'entente. En anglais, on dirait un middle ground. C'est plutôt un terrain du milieu, un espace milieu où on a le droit de dire « je ne sais pas ». Par exemple, Israël-Palestine, je ne sais pas. Les gens qui vont dire, ben dans ce cas-là, tu fais partie du problème. Non, ça, c'est binaire. Tu as le droit de dire, en fait, je dois m'informer. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe là, juste pour être clair. Mais juste de dire, je dois prendre le temps de comprendre comment en est-on arrivé ici. Ouais. On a un travail à faire aussi comme individu de s'alimenter, de se renseigner. Puis je trouve ça vraiment beau de faire l'analogie avec la nourriture. C'est sûr, si tu manges juste comme de la viande, n'en déplaise au keto, mais à un moment donné, comme, on a besoin de plusieurs sources comme alimentaires différentes. Puis je pense que c'est une belle façon de le voir aussi, de dire, est-ce que j'ai fait mon devoir d'aller m'alimenter dans justement de sources différentes, de tons différents, justement de background, de gens qui ont une lunette, qui ont une perception différente et variée, puis à partir de là, moi, je peux savoir qu'est-ce qui résonne vrai pour moi, parce qu'on a entendu ça, là, souvent, là, genre, fais tes recherches, tu sais, c'est quoi tes sources? Oui, puis on roule des yeux, parce que on s'entend, là, il y a tellement d'infos, par où est-ce que je commence? Même si tu n'as pas le temps de faire ce travail, au moins, sois conscient ou consciente que tu ne l'as pas fait. Puis d'être juste comme... En fait, je me sens pas aussi informée que je pourrais l'être. Et aussi de comprendre que qu'est-ce que j'allais dire? J'avais un autre point à amener là-dessus. Ça reviendra. Ça reviendra. Justement, par rapport au régime d'information, puis tout ça,
moi, à un moment donné, dans les derniers mois, je vais l'avouer, là, tu sais, j'ai étudié en journalisme, je pense qu'on a ça en commun. D'ailleurs, on a des points d'attache, là, en commun. Mais j'ai étudié en journalisme, puis tu sais, quand j'étais à l'université, c'était quand même mon devoir, dans ma perception des choses, de faire le grand tour de l'actualité chaque matin, international, national, tu sais, tout ça, nouvelles en anglais, en français, tu sais. J'étais très exposée, puis dans mon échelle de valeur, c'était vraiment important. Et là, je réalise avec le temps, maintenant, maman, puis tout ça, que mon régime d'infos et d'actualité a vraiment réduit. Puis même des fois, il y a des périodes où je m'accorde certaines journées entières où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Puis j'aimerais ça savoir, c'est ça, mais je me sens coupable quand je le fais. Je me dis, est-ce que je suis une mauvaise citoyenne que d'éteindre ça pendant un petit moment? Tu sais, de mettre ça sur mute puis faire « j'y reviendrai dans quelques jours », je suis trop activée, ça me brûle, ça m'atteint trop émotivement. Tu sais, même quand il y avait des images, justement, je pense que des gens, en voulant bien faire cet automne, puis même encore, partagent des images très violentes de ce qui se passe en Palestine, puis dans l'intention noble de vouloir justement éveiller, sensibiliser, que ça passe pas dans l'indifférence. Mais moi, je me rendais compte dans mon système nerveux que ça avait un impact, puis je me sentais coupable de mettre des gens sur mute, puis j'ai eu ces conversations-là avec certaines amies, puis j'avoue que je sais pas quelle posture adopter par rapport à ça, tu sais, comment est-ce qu'on gère ça, justement, cette lourdeur, cette intensité de l'actualité? C'est une très belle question. Puis je pense que tu l'as dit quand tu as dit, l'impact, ça avait un impact sur mon système nerveux. Mm-hmm. Good for you, là. Tu viens de remarquer. Ouais. En fait, mon corps biologique est atteint. Et qu'est-ce qu'on vient de dire sur quand ton système nerveux est atteint, ça a toute une cascade de conséquences physiologiques, de conséquences de réponse de stress, de stress response. Mal au ventre. Donc, c'est ça, tu remarques. Donc, je pense que tu as raison de remarquer et c'est après que tu choisis. Dans certains cas, tu choisis de muter. Et dans certains cas, tu choisis de prendre un moment pour reprendre le côté rationnel, te calmer, puis continuer. Mais écoute, je pense que les jours où on reprend nos forces nourrissent les journées où on va avoir des conversations courageuses. Donc, à nous de choisir quel est le bon moment pour moi. Tu sais, dans le passé, j'étais vraiment comme... J'avais ce point de vue un peu comme radical. Mes parents étaient journalistes. Tu sais, mon père était au Liban pendant la guerre des années 80, en Pologne communiste, en Inde, etc. Et donc, je pensais que c'était un devoir. Mm-hmm. Il faut qu'on sache ce qui se passe aux autres dans le monde. On le doit aux citoyens du monde. Donc, je comprends. Et maintenant, j'ai un point de vue différent. Et vraiment, le point de vue maintenant, c'est les nouvelles sont à un niveau, ils ont augmenté à un niveau sensationnel, comme je l'ai dit, comme l'équivalent de 16 films documentaires par jour en info. Le corps humain n'est pas fait pour pouvoir composer de toutes ces infos. Le système nerveux n'est pas fait pour ça. Donc, si ça prend des moments de muter et de silence, tu es en train d'assainir ton état d'âme pour pouvoir après peut-être ne pas rentrer en trafic puis, tu sais, donner le doigt à l'autre personne ou aller engueuler ton enfant parce que tu t'es tellement surmené. Ça a des impacts sur tout. Mm-hmm. Donc, moi, je pense qu'on a le droit aussi de prendre un moment pour nous-mêmes pour dire, non, c'est pas le moment pour moi. Et c'est la même chose pour des conversations difficiles. On a le droit aussi de dire, ce n'est pas le bon moment. Mais c'est juste la façon dont on le fait. On a besoin de se respecter nous-mêmes et je pense qu'en te respectant toi-même, tu vas porter ce respect à l'autre aussi. Tu sais, l'ami que tu auras qui ne s'est pas super bien informé sur un sujet X, peut-être que tu la jugeras moins maintenant que tu l'aurais jugé il y a 10 ans. Mm-hmm. Parce qu'avant, tu étais beaucoup plus dedans et tu avais une façon de faire. Donc, cette douceur que tu t'offres aussi, ça peut être une douceur que tu offres à l'autre. Tellement. Donc, je pense que tout est lié. Tu sais, comment est-ce qu'on se traite individuellement? Comment on agit sur les médias sociaux, ce qui crée un espace public en ligne qui a un impact direct sur l'espace public réel. Et cet espace public réel a un impact sur la polarisation. Là, on a les élections qui arrivent. Ça va être intéressant. Est-ce que tu sais que 49% du monde va voter cette année? De la planète. Mm-hmm. Et le plus grand défi, c'est la désinformation. Oui, c'est ça. Et ce qu'ils ont trouvé dans les études, c'est plus tu te raccroches à ton identité, plus tu as la chance d'être polarisé.
mais on s'entend que personne ne sait qu'eux sont polarisés. C'est ça. Il y a personne à qui tu parles qui est comme, oui, moi, je suis tellement polarisée. Ouais, c'est ça, qui est comme, oui, 100% polarisée. Mais désinformée au complet. Voilà, complètement. Puis plus tu te rattaches à ton identité, plus tu as la chance d'être une personne polarisée. Plus tu es polarisé, plus tu as la conséquence, c'est que tu vas consommer de la désinformation. Ouais. Parce que tu cherches en fait des nouvelles qui confirment à 100%, qui ne sont pas neutres. Donc en fait, plus ton régime d'infos, plus tes réseaux sociaux te reflètent des sentiments avec lesquels tu es d'accord, plus tu es polarisé. Ouais. Déjà. C'est ça. Si tu vois jamais des nouvelles avec lesquelles tu n'es pas en accord, welcome to your echo chamber. Ouais. Ben justement, parlons-en des biais cognitifs, parce que tu parles de comprendre les mécanismes en nous, notre biologie, notre cerveau humain, tu sais, ça c'est... Je trouve que de juste comprendre comment ça fonctionne, déjà, on dirait que ça... Moi, je me sens moins coupable. Je suis comme, OK, c'est normal. On est fait comme ça, là. C'est ça, la mécanique. Donc, ce que tu viens de nommer, c'est quoi? C'est le biais de confirmation, de chercher des infos? Il y a beaucoup de biais oui, le biais de confirmation est le plus grand biais, je dirais, probablement sur les réseaux sociaux, bien suivi par un autre biais que écoute, il y a 180 biais cognitifs. OK, là. quand même. Et puis, ils sont divisés comme en 4 catégories, genre les biais que tu utilises quand il n'y a pas assez d'infos, puis tu dois remplir les gaps, les biais que tu utilises quand tu dois agir vite, les biais que tu utilises quand... en tout cas, il y a 2 autres catégories, mais ça tombe dans 4 grandes catégories. Puis ça, des biais cognitifs, c'est quoi? C'est comme des espèces de shortcuts pour que la machine roule mieux puis qu'on n'ait pas trop à réfléchir un peu? Bien dit, c'est exactement ça. C'est des shortcuts, c'est une façon pour la cervelle, pour le corps d'agir. Tu sais, c'est comme, tu descends les marches très vite, ben on imagine qu'un biais, c'est en fait le même mécanisme qui te permet d'y aller sans y penser. Ouais. Donc, sans ça, c'est comme aussi essentiel pour la vie que l'oxygène. Tu ne seras jamais sans préjugés. Il n'est pas possible d'être en vie et ne pas avoir de préjugés parce que nous n'allons jamais avoir toutes les infos possibles et nous allons toujours être influencés par nos expériences, par nos traumatismes générationnels, par les médias, par tout. Donc, c'est sûr que savoir qu'on a des préjugés, c'est déjà la chose la plus importante. Wow! Est-ce qu'on peut le redire, là? Les gens qui nous écoutent, vous avez des préjugés. On a tous des préjugés. Tout le monde en a. Il est impossible. Ouais. Si tu penses que tu n'as pas de préjugés, ben tu tombes dans le plus grand préjugé qui s'appelle le réalisme naïf. Ouais. Et le réalisme naïf, c'est cool parce que c'est penser que nous, on a bien compris, mais que les autres n'ont pas aussi bien compris que nous. Puis, tu sais, je l'ai. C'est sûr que je suis comme, dans ce que je fais, moi, non. Mais dès qu'on pense qu'on a compris, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ouais. Puis, un autre biais, en fait, un préjugé vraiment fort sur les réseaux sociaux que j'ai découvert récemment, c'est le biais en anglais, c'est du recency bias. C'est des biais, on a le focus sur le présent. Comme dans les réseaux sociaux, on parle souvent de ce qui vient d'arriver. Ouais. On n'a pas vraiment une vue sur il y a 40 ans. On est toujours sur la dernière nouvelle. Mm-hmm. Et donc, on priorise ce qui s'est passé plus récemment, les infos qui sont plus récentes, les faits, les commentaires, mais en fait, on ne regarde pas nécessairement ce qu'on a appris à travers l'histoire. De l'inscrire dans un contexte, puis de... Oui, parce que les réseaux sociaux sont en réaction constante au présent. Est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'on... Tu sais, moi, je me dis ça souvent, je suis comme, là, il y a beaucoup de choses en ce moment, le monde, là, ça va pas très bien. Puis là, tu fais, attends, mettons que je fais juste me rappeler un peu l'histoire de l'humanité, ça va quand même pas si pire. Tu sais quoi, c'est tellement drôle, je remarquais la même chose, c'est qu'on est tellement dans un mode, tu sais, le monde va... C'est vraiment... Mais ça, c'est notre traumatisme collectif de la pandémie. Oui, hein? aussi. On veut pas parler de la pandémie, mais là, on a vécu un traumatisme collectif par définition. Mm-hmm. Puis, tu sais... Le 11 septembre, Hiroshima, les guerres mondiales, la Grande Dépression, c'était des traumatismes collectifs. Donc, ça a un impact très important et on est en train de le vivre. On le voit dans la santé mentale, dans l'anxiété, etc. Donc, oui, on est vraiment dans ce moment où on essaie de ne pas en parler, mais c'est là. Oui, bien c'est comme... Exactement ce que tu disais un peu plus tôt dans l'entretien, de se dire c'est inconfortable, donc on veut comme pas y aller. Comme, ça veut pas dire que ça a disparu. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est tellement intéressant, puis il y a quelque chose dans ce que tu dis qui me permet, on dirait, de me détendre un petit peu, là. Good. Ouais. C'est ce que je veux. Ouais.
On dirait que je suis comme, c'est correct de s'offrir de la douceur. Ça nous permet d'en offrir aux autres. C'est correct un peu de se couper des fois. Juste de prendre conscience aussi de qui je suis, de me dire, OK, j'ai peut-être l'élan de vouloir changer le monde, mais pour ça, il va falloir que j'ai une conscience de qui je suis pour être capable de voir les autres puis de pouvoir leur offrir un peu plus d'empathie puis être capable d'ouvrir ces espaces-là de conversation. On dirait que juste de t'entendre, je suis comme, tout ça est normal. C'est ça, c'est un peu de bâtir, comme j'y pense, c'est comme, on parle beaucoup de bâtir l'esprit critique, et moi, ce que j'essaie de bâtir, c'est un esprit critique, mais aussi empathique envers nous-mêmes en premier. Parce qu'on est dans un moment où on pointe beaucoup du doigt les autres, et on parle on dit que la société est polarisée, comme si on n'était pas nous-mêmes. Qu'on n'est pas la société. Je suis la société, tu l'es aussi. Nous votons, nous consommons, nous influençons tout ce qui se passe. Et nous sommes tous, moi et toi, sommes plus polarisés qu'avant. Je le sais, je le suis. Tu sais, on est plus inconsciemment, je pense, habitués à voir le monde d'un point de vue binaire. Et je me souviens, la première fois que je l'ai vraiment réalisé, pas la première fois, mais ça m'a vraiment frappée. Avec le travail, avec mon OBNL, je travaillais beaucoup comme activiste, beaucoup dans différentes communautés. Mais je me souviens, il y avait un post sur les réseaux sociaux qui était comme « Si tu n'es pas antiraciste, tu es raciste. » Et là, j'étais comme, mais wow, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas quelqu'un qui évolue, qui apprend. Il n'y a rien. Tu es juste l'un ou l'autre. Je ne suis pas d'accord avec ça. On peut être en évolution. Je vais faire des choses qui vont être parfois perçues comme étant racistes et qui le seront. Parce que je ne saurais pas que je suis en train de le faire. Et ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Ça veut dire qu'il va falloir que j'évolue. Et je n'ai pas la place pour évoluer si déjà tu me mets dans un camp ou l'autre. Donne-moi la chance de rater aussi. Donne-moi la chance de remarquer quand je me trompe. J'en ai fait des choses bêtes, j'en suis dans ma vie, c'est sûr. Et je me souviens en particulier, je donne un exemple dans le mouvement de Black Lives Matter pendant la pandémie. Ou avant la pandémie, il y avait un mouvement moins connu avant la pandémie. Puis je m'étais sortie dans une conversation sur Facebook où il y avait un groupe de personnes noires qui disaient, en fait, pourquoi est-ce que les personnes blanches se lancent dans nos démonstrations puis se mettent dans la file de devant, qu'est-ce qu'ils font là? Puis moi, je me suis lancée comme, est-ce que c'est pas la même... est-ce que vous n'êtes pas en train d'être raciste comme en nous disant là où on a le droit d'être et en fait en disant qu'on ne devrait pas être là? Puis je me suis pas rendu compte de ce que j'étais en train de faire, en fait. J'étais en train de dire, en fait, je mérite le privilège d'être au-devant de votre mouvement. Tu sais, j'étais en full Karen mode. Tu sais, c'est comme... Et je le savais pas, puis j'en ai parlé avec un ami. Et au lieu de me juger, il m'a dit, et je comprenais pas pourquoi c'était Black Lives Matter à ce moment-là. J'étais une de ces personnes qui comprenait pas, like, why isn't it all lives matter? Pourquoi est-ce que c'est pas all lives? Puis en fait, sans me juger, il m'a expliqué, il est comme, mais tu te rends compte que ces personnes n'ont pas de voix? Qu'en ce moment, c'est vraiment nous qui prenons toute la place, et peut-être que c'est le moment de se taire et de se mettre de côté et d'amplifier leur voix, puis de dire, en fait, c'est un rappel que ces vies n'ont aucune valeur en ce moment dans la façon dont nous agissons. Mais sa douceur envers moi et puis son manque de jugement m'ont permis d'évoluer et en plus même en parlant, je le sens, la honte dans mon estomac. C'est ça. Je le sens, cette honte. Je la sens, cette honte. Mais je pense que la honte, c'est comme le plus grand obstacle à justement se parler, collaborer. Parce que je viens de me rendre compte que j'avais un préjugé inconscient. On veut pas, on veut être une bonne personne. Je mérite d'être partout. Je dois être partout. Je suis une personne blanche et donc je suis habituée à avoir accès à tous les espaces. Grosse leçon à apprendre, là. Et là, je comprends. Et donc, quand je vois d'autres personnes qui réagissent à ces mouvements trans ou autochtones ou Black Lives Matter ou pourquoi ces gens prennent tant de place, I'm like, I've been there. Tu n'as pas encore compris qu'en fait, il y a toujours la place pour toi, mais il n'y a que de la place pour toi. Donc, on est en train de shifter un peu, mais ça ne va pas t'effacer du monde. C'est ça, c'est que ça t'a permis, par la douceur de ce que ton ami t'a offert, de pouvoir le regarder, puis de pas le tasser, ou tu sais, de mettre comme quelque chose de défensif par-dessus. J'ai pu l'admettre aussi. De faire, oui, effectivement. Au lieu de continuer, et s'il avait réagi de manière moralisatrice, je me serais tue et peut-être que je me serais mise du côté des gens qui sont comme, ces gens-là, ils veulent pas de nous. Et donc, on veut pas d'eux. Ouais. C'est ce que je ne veux pas. Je veux qu'on ait
l'ouverture d'être mal à l'aise et que, tu sais, je dirais qu'une des choses vraiment importantes, c'est qu'on est vraiment en train de confondre l'inconfort avec le danger. Est-ce qu'on peut apprendre à être inconfortable? Parce que, en fait, c'est presque un amour citoyen. Je me permets d'être inconfortable dans cette situation, dans cette conversation, dans l'effort de mieux te comprendre. Et au lieu de le percevoir comme un danger et donc de réagir, je vais juste m'apprendre à être habituée à l'inconfort. Tu sais, on fait ces plongeons dans de l'eau glacée, c'est pour apprendre à ton système nerveux de ne pas courir et crier et de s'énerver. Même chose. Mm-hmm. Ça a tellement de sens de se dire... Tu sais, on le voit, là, comme collectivement, tu sais, notre société est un peu accro au confort, là. C'est comme tout ce qui est un peu inconfortable. Fait trop chaud, fait trop froid, c'est comme n'importe quoi. Comme, on veut vraiment être confortable. Et plus on veut être confortable, moins on va être confortable. Parce que plus on va rétrécir les espaces, les conversations et les situations dans lesquelles on va se laisser être et vivre. Et en fait, moins tu es à l'aise dans l'inconfort, moins tu pourras être confortable. Ouais. En fait, ton monde va se rétrécir. Oui, je fais l'analogie, disons, si tu es habitué d'être tout le temps climatisé, tu as une thermopompe à 21 là, toute l'année, ben dès que c'est 23, c'est beaucoup trop chaud. Tu vas mourir. Là. Tu vas mourir. Ben, 18, il là, c'est frisquet. Fait que là, de dire... C'est tellement ça. C'est ça, si tu vas faire du plein air puis que tu es habitué d'être confronté à ces écarts-là, à ces inconforts-là, ben tu as plus d'espace pour comme tenir, tu sais, ton échelle où tu es capable de le tenir. Tu t'offres, en fait, plus d'aisance dans le monde. Oui, c'est ça exactement dans la communication puis être dans le monde. Ah, c'est tellement beau de t'entendre. Merci. Comme j'ai dit, ça m'a détendu les épaules. Ah, c'est ce que je veux. C'est que je veux que les gens sentent comme... OK, je me comprends mieux. J'ai pas besoin de me juger tout le temps. Mm-hmm. Tu sais, on a le droit aussi d'être juste comme... OK... En tout cas, je suis ravie que ce soit ta réaction. Oui, ben c'est parce qu'à un moment donné, je remarquais en moi une grande fatigue, une espèce d'usure. Puis ma réaction par rapport à ça, c'était de me sentir coupable, de me dire je suis privilégiée, tu sais, de moi, de faire moi, j'ai pas envie d'en entendre parler de ces choses, moi, aujourd'hui. Mais je réalise que, ben c'est ça en ce moment mon contexte, de l'admettre déjà. Comme, ben oui, je suis cisgenre, femme, blanche, privilégiée, tu sais, tout ça. C'est ça. Puis de pas me sentir coupable, puis de juste être capable aussi d'avoir de l'espace pour regarder ça, puis de voir que ça amène justement certains préjugés, puis d'être capable de les regarder, puis de pas avoir honte. Mais tu sais, ça demande beaucoup, beaucoup d'autocompassion, ça demande vraiment du travail sur soi. Fait que je pense que tout ce que tu viens de nous dire, ça démontre tellement bien que le changement collectif s'opère par le changement individuel d'abord, puis ça demande une petite tolérance à l'inconfort. On peut grandir chaque jour, là, un petit peu plus toléré. Fait que, tu sais, des fois, peut-être laisser le thermostat, là, d'être capable des fois d'en prendre. Mais merci énormément, Sophie. Puis s'il y a des gens qui sont interpellés, justement, qui se disent « moi, j'ai envie de soit individuellement m'outiller davantage, comprendre davantage tout ça, ou dans mon entreprise, dans mon organisme, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, travailler avec Versus? Est-ce que c'est en ligne, en personne? Comment ça marche? Merci. Ben, en fait, oui, on travaille dans les entreprises, on a travaillé dans des écoles avec des enfants de 10-11 ans qui remarquent les préjugés médiatiques, qui travaillent sur les projets de reconnaissance des préjugés. Wow. Donc, on offre des ateliers en ligne. On vient de finir les ateliers en ligne qui étaient, par exemple, sur différents sujets en ce moment, sur comment consommer les nouvelles sans se sentir envahi, sans contribuer à la division. Et on offre des ateliers en personne aussi dans les entreprises. Souvent, on est interpellé pour différents sujets. Tu sais, des fois, c'est un atelier sur comment apprendre à écouter pour mieux être leader, pour être un meilleur leader. Ou ça peut être aussi sur l'EDI. On n'est pas dans l'EDI, on est sur le I. Donc, on prône la communication inclusive. Mm-hmm. Comment aider les entreprises à, en fait, faire fonctionner les politiques à travers la communication, parce qu'en fait, l'inclusion se base sur la façon dont on communique. Donc, on a un site web qui n'est pas du tout mis à jour, mais c'est wedosomething.org. On a un Instagram sur lequel on met tous nos sujets d'éducation, donc c'est aussi wedosomething, _org. On est facilement accessible, mais vraiment, c'est des ateliers en personne, c'est des ateliers pour des équipes, c'est des ateliers en ligne aussi. Donc, ça dépend des demandes et des besoins des groupes.
Merci énormément de faire ce travail-là, d'avoir pris cette charge, comme, je vais y aller, je vais le faire, tu sais, t'aurais pu faire, bon, je vais me reculer, puis laisser d'autres gens le faire à ma place, mais bravo, puis merci beaucoup. Cet échange-là, je sais pas pour les gens qui nous ont écoutés, mais moi, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a permis d'avoir un peu plus de clarté, moins de culpabilité, parce que je pense que c'est ça, quand on commence à détricoter la culpabilité, là, il y a quelque chose, puis de normaliser certaines choses, déjà, on est comme, OK, c'est normal, ça va, puis allons-y, comme, je suis pas toute seule. Fait que merci, je me sens vraiment moins seule. Ah, merci. Vraiment, ça me touche profondément, puis merci pour cette opportunité de te parler aussi, de te rencontrer. C'était un plaisir partagé. Oui, vraiment. Bye!